expliquer ce que j'ai vu à Paris. Et cette question me taraudait l'esprit tout le temps. Et je me suis dit qu'il fallait trouver une formule pour faire autre chose en puisant dans cette science que j'ai pu acquérir à Paris, dans cet art. Car pour moi, l'architecture, c'est le mariage de l'art et de la science. Donc il fallait puiser dans ce mariage les ressources pour transformer le réel de l'Afrique fait de cases de terre, de cases de pierre, de paille, de matériaux qui ont été dénigrés à travers les siècles, mais qui pour moi était la seule façon d'être utile à mon continent. Je me suis donc mis à écrire une thèse de fin d'études qui concernait des propositions de modernisation des architectures de terre en Afrique de l'Ouest. Donc partir de ce que nous avons pour voir comment ce que j'ai appris là-bas pouvait permettre d'innover et de porter ces matériaux à un niveau de réalisation appréciable. De nombreux professeurs m'ont découragé, mais j'ai eu la chance de tomber sur un professeur dont je voudrais citer le nom ici, qui s'appelle Patrice Dalix, et qui m'a soutenu terriblement. J'étais vraiment émerveillé parce qu'il m'a vraiment encadré et on a fait un travail très intéressant. À la présentation au jury, le jury m'a décerné les félicitations et m'a conseillé d'aller sur le terrain pour vérifier si le fruit de mes recherches à Paris était encore d'actualité. Donc comme j'étais très jeune et aimant sortir des sentiers battus, je suis rentré, j'ai pris mon sac à dos et j'ai commencé à passer de village en village en Afrique de l'Ouest, je suis venu au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, dans tous ces pays, et j'ai vu que tout ce qui est écrit dans les documents des bibliothèques était encore d'actualité. Parler avec les populations qui se servaient de ce qu'elles ont pour régler leurs problèmes, et leur réponse était en harmonie avec la nature. En harmonie avec la nature, en harmonie avec la culture, en harmonie avec les matériaux disponibles et en harmonie avec leur mode de vie. Donc j'ai beaucoup appris dans ces voyages et après je me suis dit qu'il fallait s'installer pour appliquer toute cette expérience. C'est là que j'ai décidé de monter un petit cabinet qui s'appelle Design 7. Le design parce que le design c'est la totalité de l'environnement. Je voyais le monde comme un, et tout homme ayant recours à un logement, je voyais mon architecture s'occuper de tous les domaines de la vie, et surtout de la santé, parce que la santé est l'élément capital pour bien produire, pour bien se réjouir, pour bien vivre, pour le bonheur. La santé est la clé du bonheur, si j'ose dire. Car il est difficile de demander à quelqu'un qui a une maladie chronique d'être heureux. C'est très très compliqué, même s'il est très riche. Alors qu'un pauvre, en bonne santé, peut trouver des raisons de se réjouir. On le voit tous les jours. Donc j'ai monté ce cabinet d'architecture. Le design, c'est l'harmonisation de l'environnement. Le 7 pour exprimer la totalité du design. Le design dans toutes ses formes, puiser dans nos ressources pour régler nos problèmes. Une résilience qui n'aura pas de frein. Quel que soit l'obstacle, il faut le bousculer. Donc, j'ai donc commencé à agir dans mon milieu, à parler avec la population et à réaliser des choses qui n'étaient pas dans l'ordre de la nation. Le pays ne fonctionnait pas comme ça. Donc ce que je fais n'était pas légal. Et il a été même dit que je n'étais pas architecte. Parce qu'un architecte vraiment formé ne peut pas rentrer et commencer à malaxer la terre alors que tous les bâtiments dans le pays sont faits selon certaines règles qui n'ont rien à voir avec ces choses-là. Donc j'ai donc poursuivi. Et depuis quelques années, le changement climatique vient nous donner raison et nous réhabiliter. Donc c'est à cette réhabilitation que je me suis vraiment dit, bon, maintenant je crois que je peux cesser de me presser. J'ai trouvé
et quitte à la population de venir chercher ce qu'on a trouvé. On a pu réaliser beaucoup de bâtiments et on a beaucoup voyagé grâce aux Nations Unies. On a été dans des pays en difficulté. Et dans un pays en difficulté, vous êtes obligé de trouver des solutions. Vous ne pouvez pas passer votre vie à poser des problèmes. Il faut se servir des réalités locales et trouver des solutions efficaces dans le respect des normes architecturales. Et on a fait ça pendant des années. Et ça nous a permis de découvrir des cultures, de découvrir des solutions et de régler de nombreux problèmes qui se posent aux matériaux locaux. Parce que nous avons perdu la capacité de mettre ces matériaux en œuvre. Je rappelle que durant toute la période coloniale, tous les bâtiments construits étaient construits en matériaux locaux. La pierre pour les fondations, la brique de terre cuite ou crue pour les murs, la charpente en bois, les portes et les fenêtres en bois, la toiture en tuile. Et ces matériaux permettaient d'avoir des bâtiments de très grande qualité et des bâtiments durables. J'en veux pour exemple la gare de Dakar, qui est juste à côté de nous, qui est un très beau bâtiment, qui tient dans le temps, mais qui n'a pas inspiré les décideurs d'aujourd'hui, ou que ce soit au Sénégal ou ailleurs en Afrique. Nous savons tous que c'est le tout béton carrelé et vitré qui a le vent en poupe. Alors que nous savons tous aussi que ces matériaux vont nous conduire dans une défaillance économique certaine parce que nous n'avons pas d'énergie pour soutenir l'assistance respiratoire sous laquelle se trouvent tous ces bâtiments qu'on construit selon ces règles, qui sont peu durables. Des bâtiments que nous sommes obligés de climatiser à tout moment, au lieu de profiter des qualités de certains matériaux capables de nous offrir des rafraîchissements passifs, au lieu de profiter des qualités de certains matériaux qui nous permettent de régler beaucoup de problèmes thermiques. Ces matériaux dont je parle permettent aussi de rayonner des particules positives pour permettre aux populations de se sentir en bonne santé, de mieux produire et ainsi de relancer l'économie. Selon Suzanne Georges, qui est une politologue bien connue, investir dans les matériaux locaux, les pierres, la terre, le bois et tous les autres matériaux que je ne voudrais pas citer ici, que ce soit le bambou, la paille et autres, peut permettre de régler les problèmes d'endettement des pays africains. Car ces investissements permettraient de créer des filières locales d'extraction biosourcée de ces matériaux, de leur transformation avec peu d'énergie et de mise en œuvre de bâtiments qui sont complètement en accord avec les réalités locales. Et ainsi, l'argent qui était exporté pour faire venir des tôles, que ce soit du Japon ou autre chose, je ne vais pas citer les pays ici, pourrait rester dans le pays et nourrir des entreprises locales qui pourraient grandir. Et ma désolation est que nous disons la même chose depuis longtemps, mais ça a du mal à prendre. Donc mon souhait, c'est qu'on puisse trouver des réponses à qu'est-ce qui bloque. Selon moi, c'est la volonté politique. Tout le monde veut que ça change, pourvu que rien ne change. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Léopard. On a peut-être bien du mois. Et ça, c'est l'indicatif du journal télévisé que Doumia Koumboros avait élaboré. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand nous comptons, notre façon de compter n'est pas linéaire. On ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5. Nous comptons sur un triangle. C'est-à-dire, je dis 1, après je dis 2, je monte, je redescends. 1, après je monte, 2, et après je vais à 3. Donc ça veut dire quoi? L'architecture, c'est une socialisation de la fonction humaine. C'est une distribution de l'espace en fonction de nos besoins sociétaux. Et à partir de ce moment-là, la somme des articles créés du Bali, comment projeter l'organisation de la société à l'espace. Dès l'instant qu'on fait
on a rapport à la matière, on a rapport à la forme, on a rapport à l'organisation de l'espace, de l'animation crée des conditions d'une vie agréable. Et je crois que c'est à partir de là qu'on peut comprendre pourquoi Senghor, dès 1968, a créé la loi du 1%. Cette loi du 1%, dont l'objectif est de donner les conditions que ces disciplines qui appartiennent au même corpus puissent se retrouver dans un même ensemble. Au fond, la relation entre les artistes plasticiens et l'architecture est une relation structurée. Ça veut dire qu'on ne peut même pas imaginer ne pas intégrer ces problématiques-là dans les lieux de vie. Et ça, je crois que c'est ça qui est extraordinaire parce que quand on interroge comment ces lois et ces décrets d'application ont été organisés, Senghor en a même fait les conditions de recevabilité du bâtiment. En fait, si on applique là-bas, aucun bâtiment doit être recevable sans l'application de cette loi de 1%. C'est ça qui est dans la loi. Donc, on a fonctionné jusqu'à présent dans l'illégalité. Et c'est quoi le problème? Quand nous visitons beaucoup d'espaces habités, et on se rend compte que la fonction essentielle de la présence de l'art, au-delà de la présence physique, participe de l'amélioration de la qualité de vie et de l'éducation. Et ça montre comment mettre les éléments ensemble participe d'une appréciation du contexte. Ce qui s'est passé par, je vais donner un exemple assez compliqué. En 1996, Paris Bractal avait fait une déclaration très compliquée en disant l'Occident va faire de nous les vautours du monde. Parce que cette primauté de la récréation dans la création artistique était très dérangeante pour lui. Je lui ai dit, mais oui, nous sommes les vautours du monde, en réalité. Parce que le débat dans la Biennale, à cette période, était régler la question de la contemporanéité de l'art et du caractère africain du contemporain. Et le débat était ça. Les écrits sur la Biennale, il y a des éléments de réponse dans ça, mais ça sous-entend une certaine réticence entre une certaine conception de l'art et une certaine conception de la pratique actuelle, sans tenir compte de l'évolution du cadre de vie. Et c'est pourquoi le rapport à l'urbanisme et à l'architecture doit parler fondamentalement pour comprendre l'évolution esthétique. Quand vous arrivez dans cette période, nous sommes dans une période d'ajustement où, au plan politique, on a perdu toute initiative de développement de notre pays et le secteur de la récupération, le secteur de l'informel est devenu une espèce d'économie de survie en réponse à cette absence de la case stratégique. Au fond, les populations ont répondu par cette forme d'activité, organiser une économie qui expliquait cet adonnement. On ne sait pas où on va. Et les peuples ont trouvé des solutions. Et ça, ce problème-là a montré au cœur de sa problématique, la question des matériaux, comme ces matériaux sont réintroduits dans les circuits économiques. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, oui, nous sommes les vautours du monde. La deuxième interrogation, Ousmane Sow, en 82, je crois, il disait qu'un morceau de sucre, sur un plan n'est pas de l'art. Et je lui ai dit, oui, c'est pas de l'art, mais c'est un piège pour les insectes.
Mais le problème, ça pose la question du conceptuel dans un environnement qui a une histoire très liée à une certaine vision du matériel. Parce que même la filière est d'un art conceptuel. Traditionnellement, c'est une idée. On ne représente pas la réalité, on représente une idée de la réalité. Et ça devient du concept. Maintenant, quand tu dis qu'un morceau de sucre, c'est un plat, mais pas de là, j'ai dit oui, mais c'est un piège, c'est une mouche. La théorie du sucre sur le plat est une théorie très importante sur la science humanistique. Vous mettez un morceau de sucre, les gens disent beau de sucre. Mais Dakar est devenu un morceau de sucre qui attire tout le monde. Vous voyez comment la théorie du morceau de sucre pose la problématique de cette urbanisation concentrée avec tous ces termes élevants, importants, économiques, dans une même zone, et les gens vivent comme des insectes là où les choses semblent se passer. Et ça crée un certain rapport à la matière, un certain rapport à l'organisation de l'architecture, à l'urbanisme, au désordre, et les besoins étaient une espèce d'explication de ce phénomène. Et le patient, les artistes contemporains s'intéressent à ces dérèglements. C'est pourquoi beaucoup qui ne suivent pas l'évolution sociétale traitent cette forme d'intervention comme une espèce de copie de l'Occident. J'étais invité en 2002, l'espace Carpage, Olivier Sultan à l'époque, et organisait des sculpteurs mozambicains, dont du Zimbabwe. Il y avait un débat sur la Raffinia à l'époque. Il y a une tendance, je pense, c'est le récupérationniste. Si on dit copie l'Occident, et ceux qui pensent que les artistes brutes, c'est les seuls artistes contemporains. Les artistes brutes, c'est Feu Séni Camara, c'est les gens qui n'ont pas fait des académies et qui sont restés artistes et qui répondaient dans les années 89 à la théorie du multiculturalisme qui a été introduite, qui prépare la globalisation. Je vais parler beaucoup de choses sur ce sujet, art et architecture. Je vous donnerai mon expérience autour de comment je suis arrivé à l'architecture. C'est toujours bon de parler de soi, de par son parcours, et puis que ça permet aux gens de justifier là où ils sont arrivés. Je suis né dans une famille, disons, d'entrepreneurs. J'avais un oncle qui était ingénieur dans le bâtiment. Et quand, je me rappelle quand il y avait un chantier dans la maison ou ailleurs, mais moi je n'avais arrêté de jouer. Et j'étais ouvrier dans le chantier, tout jeune. J'ai choisi d'aller dans les chantiers. Et quand j'étais en seconde au lycée de Rufisque, j'étais informé qu'il y avait un concours qui se passait au niveau de l'école des arts de l'époque, c'était la section du commis d'architecte. Alors j'ai fait l'ouverture des classes, à Rufisque en seconde, j'ai pris mes fournitures, mais le lendemain j'ai été faire mon concours à l'école des arts. Et quand j'ai fait le concours, on nous avait donné une matière en disant dessin d'imagination. Et moi j'ai dessiné le bâtiment qui était à la maison. Donc ça veut dire que je savais dessiner avec les guerres et le compas, parce que chez moi, à l'époque, il y avait des tables à dessin, parce que l'oncle dessinait tout le temps, etc. Même quand j'avais une punition, j'étais puni sous la table. Et je m'échappais quand il était en train de dessiner. Donc ça, je connaissais très bien le bâtiment, je connaissais les instruments, les équerres, tout ça, je connaissais tout jeune. Et même une fois dans une école, il y avait un inspecteur qui venait, qui disait quel est le poids d'un sac de ciment. Moi, je lui dis 50 kilos. Parce qu'à l'école primaire, je connaissais le poids, disons, d'un sac de ciment. Donc ça veut dire que j'ai grandi dans le bâtiment, donc je savais ce que ça veut dire. Et une fois même, à l'école des arts, quand on nous parle du ordi, ordi c'est des éléments de plancher. Le prof a beau expliquer le ordi, mais les gars ne pouvaient pas comprendre ce que c'est le ordi. Ils connaissaient la brique, mais l'outil horizontal sur le plancher, ça ne rentrait pas. Je l'ai dit à mon oncle de nous expliquer, parce que les gars ne comprenaient pas l'ordi, on a fourni. Donc, à travers moi, j'ai fourni le ordi pour que les gens comprennent. C'est ordi. Moi, je le savais parce que je suivais leur partout dans les choses. Donc, j'ai grandi dans le bâtiment. Donc, pour moi, c'était totalement naturel de continuer. Et quand il a fallu faire l'examen de sortie de l'école, bon, j'étais major de la promotion pour en faire mon stage.